Édition spéciale jusqu'à 11 heures. On tente de comprendre ce qui a pu se passer hier lors de ce crash. Et pour essayer de comprendre les choses avec un peu du recul, on va être en direct dans un instant avec Nicolas Scorias. Le 20 janvier 1992, Nicolas est étudiant à Aix-Marseille. Il a 26 ans. Son destin bascule alors qu'il prend place à bord de l'Airbus d'Air Inter qui doit relier Lyon à Strasbourg. Cet appareil va s'écraser sur le mont Saint-Odile. Il y aura 87 morts et 9 survivants seulement, parmi lesquels, bien sûr, Nicolas. Nicolas Scorias, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes en ligne depuis la Grèce où vous vivez désormais. On a eu envie de vous entendre ce matin parce que on voulait savoir tout d'abord ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ce crash hier. Un crash qui s'est déroulé à bord d'un A320, le même appareil que celui dans lequel vous étiez. Ben oui, vous savez, c'est toujours un peu difficile d'avoir connaissance de ce genre de nouvelles. Ça fait mal au cœur, c'est douloureux. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais bon, ça fait toujours mal. Ça a réveillé en vous ce qui s'était passé ce 20 janvier 92 ? Ça ranime toujours des mauvais souvenirs, c'est vrai. Mais bon, on essaie de rester calme et de faire avec. Alors, on va, à l'espace de quelques instants, essayer de revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui peut se passer dans un avion, dans un cas comme celui-là. Dans cet avion, le 20 janvier 92, vous êtes assis au siège 32B. Il est 19h, un peu plus de 19h20. Et est-ce que vous vous rendez compte que l'avion décroche, que l'avion tombe ? Non, en fait, ça s'est passé de façon très, très soudaine. Nous étions en phase d'atterrissage et puis tout d'un coup, il y a eu le crash. Donc l'avion n'a pas du tout décroché. Le vol était tout à fait normal. En tout cas, on avait l'impression que rien ne se passait. Effectivement, rien ne se passait. Nous ne descendions pas très très vite. Nous étions en phase d'atterrissage. Ça s'est passé tout d'un coup. Et tout d'un coup, il y a eu un énorme choc ? Exact. C'est un peu difficile à expliquer, mais bon, c'est un choc puisque en fait on a percuté le Mont Saint-Odile à l'époque et puis tout d'un coup il y a un énorme fracas, il y a Carling qui se désintègre, il y a des étincelles de tous côtés parce que on touche sur des sapins, il y a un peu de feu et puis voilà. Et vous, à ce moment-là, vous êtes attaché sur votre siège ? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Vous vous rendez compte immédiatement de ce qui se passe ? Ben, on n'a pas trop le temps de réagir sur un choc frontal inattendu. On essaie de se protéger. Oui, effectivement, j'étais attaché, donc j'ai essayé de protéger mon visage puisque sous le choc, je tapais le siège avant et puis bon, ça se passe aussi vite. Bon, la seule réaction que j'ai eue, c'est parce que j'avais toujours une petite appréhension avec l'avion, ce qui est normal. Hein. C'est arrivé. Voilà. Et puis après, j'ai essayé de faire en sorte de me dégager de l'avion. Je sais que c'est un peu compliqué de parler de ça, mais quand il y a le choc, quand vous comprenez que vous êtes en train de vivre un crash d'avion, vous pensez que vous allez mourir, vous pensez à des gens dans votre tête à ce moment-là. Vous avez, on dit souvent, il y a sa vie qui défile comme ça dans ces moments-là. C'est ce qui se passe ? Ben, écoutez, c'est tellement court qu'on n'a pas trop le temps. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne et en ce qui me concerne cet accident-là, ça a été tellement court, ça a duré quelques petites secondes. Donc, en fait, on n'a pas. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas eu trop le temps de penser à autre chose que à survivre et à me protéger. Non, j'ai pas vu en fait ma vie défiler ce soir-là. À ce moment-là, à un moment, vous reprenez vos esprits, donc vous vous détachez du siège, vous essayez de sortir. Il y a des flammes autour de vous, l'avion est en feu ? Ben en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire ma ceinture. J'ai essayé de tâter au-dessus de moi parce que j'avais un sac voyage, mais en fait, il y avait rien autour. Toute la carlingue était complètement désintégrée. Mais bon, sur le moment et sous le choc, je m'en suis pas rendu compte. Je pensais encore que l'avion était, si vous voulez, intact. Et une fois que je n'ai pas trouvé ce sac voyage, il y avait effectivement des flammes à l'avant. Ben, en fait, c'était un arbre qui était tombé sur l'arrière de l'appareil qui brûlait. Et puis, je me suis dirigé à l'arrière en faisant attention parce que j'avais vu à un moment passer une hôtesse de l'air en faisant attention
de voir si elle était là et de ne pas lui marcher dessus. Et puis en fait, j'ai fait 2 ou 3 mètres et je me suis retrouvé dans la neige puisqu'en fait, il restait pas grand-chose de l'avion. C'était en fait le plancher avec quelques sièges et aucune carlingue autour et plein de débris en dessous. Donc en marchant vers l'arrière, tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la neige. Et là, Et là, la peur que l'avion explose, parce que ça sentait très fort le kérosène, je crois. ben en fait, oui, c'est toujours ce genre de cliché qui existe. Vous savez, on a peur que l'avion explose, mais en fait, il ne restait pas grand-chose de l'avion pour qu'il explose, en fait. Ouais. Et vous avez croisé d'ailleurs cette fameuse hôtesse de l'air qui avait été projetée à l'extérieur de l'avion, je crois. Oui, mais ça s'est passé un peu plus je sais pas, quelques minutes plus Plus tard, tard. parce qu'en fait, j'ai croisé en fait à l'époque 2 autres survivants, Pierre Lotta et le petit Romain qui avait 9 ans, qui eux étaient 2 ou 3 sièges devant moi. Et en fait, ils étaient sortis par l'avant, ou du moins ce qui restait de l'avant de l'appareil. Voilà, on rappelle qu'il y a eu 87 morts et 9 survivants dans le crash de cet avion le 20 janvier 92. Vous avez attendu ensuite pendant plusieurs heures. Dans le froid, il faisait moins 20 degrés, il faisait très froid et les secours ont été très longs, arrivés plus de 4 heures, je crois. Ah ouais, je crois qu'ils ont mis 4 heures et demie pour localiser l'épave. Et en fait, c'est 2 villageois qui ont localisé les premiers l'épave. Ouais. Et pendant ces 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 heures d'attente? Ben, oh, mais j'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs, mais bon, disons que la première partie de la soirée, ça a été de trouver un lieu assez loin de l'avion, parce qu'on a toujours, comme on a dit, cette peur Ouais, de l'explosion. de l'explosion. Puis avec Pierre Lotta, qui était un des survivants, on a essayé de récupérer les personnes qui avaient survécu à l'accident pour les accompagner aux abords de la forêt. Parce qu'en fait, nous avions fait un trou dans la montagne et dans la forêt, donc en essayant d'aller vers l'arrière et de se protéger. Et puis, la deuxième partie de la soirée, c'est essayer de se réchauffer. On est revenu sur l'arrière de l'avion, où il y avait quelques petits feux. On a essayé de les ranimer et de se réchauffer parce que, comme vous aviez dit, les conditions météo étaient... Je ne sais pas exactement la température, mais il faisait extrêmement, extrêmement froid parce qu'il y avait de la neige, il y avait du vent en plus. Donc c'était dur. Ouais, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Scorias d'avoir été en direct avec nous ce matin, d'avoir ravivé ces moments douloureux pour nous. Merci d'avoir accepté de le faire en direct sur Europe 1. Nicolas Scorias en ligne depuis la Grèce où il vit désormais, survivant de ce crash le 20 janvier 92, crash du Mont Saint-Odile qui a fait 87 morts et 9 survivants seulement.